Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être tous et toutes présents pour ce webinaire. Moi, c'est mon premier webinaire. Je tiens à être honnête et transparente avec vous. Je suis très heureuse de l'animer et d'être aussi accompagnée par Justine, qui est du coup ma maître de stage, même si elle n'aime pas quand je dis ça, je le dis quand même. Donc, ce webinaire, il va porter sur des pratiques managériales concrètes, innovantes, mais surtout positives, qui s'appuient sur les apprentissages RH de 2021. Pour me présenter un petit peu, je suis en Master 1, spécialisée en ressources humaines à l'École des psychologues praticiens. J'ai aussi été formatrice pour les sapeurs-pompiers de Paris. J'ai créé une formation qui s'appelle le développement cognitif et émotionnel de l'adolescent, mais aussi sur le développement des compétences des adolescents, mais surtout dans la génération Z. J'ai aussi été formée à la périnatalité et à la pédopsychiatrie. Et ce qui m'a énormément en fait intéressée et ce pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je m'intéresse principalement au management, c'est parce que j'ai vu en psychiatrie toutes les problématiques reliées, en fait toutes les problématiques personnelles reliées au management et aux difficultés et aux problématiques managériales. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je suis très curieuse de toute la suite qui m'attend. Merci Emma. Petit mot de présentation pour te compléter. Du coup, Justine Chaban, ta maître de stage. J'ai dit, s'il te plaît Emma, ne me dis pas que tu es ma stagiaire. J'aime pas trop ce côté-là, mais en tout cas, je disais à Emma, super agréable d'accompagner une stagiaire à quelques années d'écart, de pouvoir faire ça. Enfin, je trouve ça génial. Je suis psychologue du travail dans le cabinet Positran qui vous propose ce webinaire. Associé aussi de ce cabinet où on voit quelques visages ici. J'aimerais bien même toutes vous présenter l'équipe, mais voilà, ravie de vous parler de cette aventure. Et juste pour faire un petit mot sur qui on est Positran, on travaille dans la psychologie positive au travail. Alors, il y a beaucoup de gens formés ici chez nous dans différents parcours de formation qu'on propose ou sûrement peut-être certains d'entre vous qui nous connaissent à travers nos outils. On propose pas mal de choses autour de ça. On travaille sur la performance, l'engagement et le bien-être, mais on va vous parler de ces sujets-là dans quelques instants un peu plus précisément autour d'un webinaire en 3 temps principaux. Alors, Emma, je te laisse prendre la suite. Yes. Donc, on va d'abord vous parler brièvement de la psychologie positive comme clé par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde du travail. Ensuite, on va aussi vous parler d'une équation qui est à retenir sur la performance. Comment, en tant que manager, on peut assurer dans nos équipes la performance durable. Et on vous présentera du coup 12 pratiques managériales qui sont concrètes et efficaces et on peut les mettre en place dès demain matin au bureau. Donc, on parlera d'hybridation, de rétention des talents, on fera un focus aussi sur les soft skills et on parlera aussi d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est la féminisation des entreprises. Pour vous présenter un petit peu la psychologie positive au travail, moi, j'aime bien, quand je présente la psychologie positive au travail, raconter une anecdote qui est assez récente, qui date d'il y a 8 mois. Quand j'ai postulé pour être stagiaire chez Positran, j'ai été recrutée, je crois, et je pense qu'elle me le dira peut-être à mon point de stage final, mais qui est vendredi, mais j'ai été recrutée parce que je ne savais pas en fait ce qu'était la psychologie positive et surtout j'avais des a priori, des idées préconçues où j'avais l'impression que la psychologie positive, c'était un petit peu une sorte de secte où c'est le bonheur avant tout et le bonheur, il ne faut que ça. Et en fait, pas du tout. Et parce que pas du tout, parce on aborde en fait des thèmes très précis. On aborde la satisfaction, l'engagement, la motivation, l'énergie, les forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Et en fait, c'est des clés qui sont très concrètes pour s'auto-développer. Et en tant que psychologue, le fait de pouvoir donner des clés concrètes pour que le patient puisse s'autonomiser et s'autodévelopper, c'est quelque chose qui est essentiel, en tout cas dans mon corps de métier. Et du coup, en tant que manager, je trouve qu'avoir
des connaissances en psychologie positive, c'est essentiel parce qu'en plus, c'est basé scientifiquement. Et donc, du coup, on a un petit peu tout gagné. Vous pouvez voir, du coup, sur la slide, la psychologie positive, c'est vraiment l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Si on parle aussi de psychologie positive, c'est parce qu'on est dans un monde VUCA. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ça. Et ceux qui n'ont pas entendu encore cet acronyme, pour la petite histoire, c'est apparu dans les années 90 et à la base, c'est utilisé dans un livre militaire d'orientation pour aider en fait les cadets à comprendre les changements sur le champ de bataille. Et pourquoi en fait aujourd'hui on utilise cet acronyme pour illustrer notre nouvelle norme? C'est parce qu'on est dans un monde de changement. On est dans un monde d'incompréhension vis-à-vis du présent, du futur. On est dans l'incertitude. On parle aussi de complexité parce que tout est en collaboration, que ce soit la mondialisation ou que ce soit Internet, tout est relié et tout changement est à prendre en considération en collaboration. Si on parle aussi d'ambiguïté, c'est parce que tout est paradoxal, tout arrive, tout et son contraire arrivent en même temps. Et donc, les managers doivent gérer avec ça. Ils doivent être en anticipation permanente. Vous devez avoir une vision à 360 degrés sur toutes les potentielles possibilités qui pourraient peut-être arriver. Et en plus de ça, vous devez trouver des solutions pour gérer et anticiper les risques. Donc, la psychologie positive, ça aide et ça donne, encore une fois, j'utilise le mot clé parce que je trouve que c'est ce qui définit le mieux les pratiques concrètes qu'on va vous donner derrière. La psychologie positive, elle arrive du coup comme solution dans ce monde VUCA et surtout dans l'ère post-Covid, qui est un des facteurs aussi de ce monde, de cette ère VUCA. Je vais vous donner des statistiques. Ce n'est pas pour être dans la négativité, ce n'est pas pour vous plomber à l'heure du déjeuner, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous prouver qu'on doit agir et qu'en tant que manager, on a une vraie mission pour favoriser la santé mentale de nos salariés. Aujourd'hui, 1 an après le Covid, il y a 25% des salariés français qui sont en burn-out professionnel. Il y a 48% des managers qui sont en dépression. Il y a 1 salarié sur 2 qui travaille constamment en mode crise. Vous en voyez d'autres, des statistiques sur la slide, mais c'est pour ça qu'en fait, il est important d'agir. Pour vous aider à développer vos compétences et surtout à les cibler, à savoir un petit peu où s'améliorer, Google a fondé une étude sur la performance d'un manager. Et il y a 5 qualités essentielles qui en sont ressorties. La toute première, c'est savoir coacher son équipe. Donc ça, c'est génial parce qu'on a une pratique managériale qui est exactement là-dessus, donc c'est parfait. La deuxième, c'est autonomiser ses collaborateurs, être dans un climat de confiance. On parle de responsabilité, on parle d'autonomie, et là, du coup, c'est un vrai levier d'engagement. La troisième, c'est créer un environnement inclusif, mais surtout se soucier du bien-être. Donc, en fait, là, c'est la qualité de vie qui est au centre de l'entreprise. On remet l'humain au cœur de l'entreprise et c'est ce qui va aussi permettre d'être orienté résultats. Si on donne des résultats, des objectifs orientés, clairs, précis, on peut parler d'objectifs SMART ici, ça permet au manager d'être performant. Et enfin, la 5e, c'est être un bon communicant, écouter et partager. Je vais laisser Justine vous parler de la solution miracle pour la performance durable. Oh non, on ne dit pas ça. La pression pour la solution elle-même, mais même pour le fait de la présenter. Non, merci Emma. Laura te mettait dans le chat, c'est extrêmement clair et je valide exactement ça. Claire de parler de cette psychologie positive, poser le cadre et se dire qu'elle s'adresse à la fois à cette ambiguïté du VUCA, à cette santé mentale et au manager, parce qu'ici, on a décidé aujourd'hui de faire un focus sur le manager et qu'est-ce qu'on pouvait lui amener comme bille. Et alors, la solution miracle dont parlait Emma, qui n'est pas une solution miracle, mais qui est plutôt notre solution, ou en tout cas notre compréhension de tout ça. Et ça se résume dans une équation, je dis c'est une équation à retenir, satisfaction au travail plus engagement égale performance durable.
Ceux qui ont participé au parcours de formation en psychologie positive au travail, vous la connaissez sûrement par cœur, mais il faut l'expliquer à tous. C'est le cœur de la psychologie positive appliquée dans le champ professionnel. On parle ici d'un juste équilibre entre être bien au travail et être engagé. Juste équilibre parce que, justement, si déjà il n'y a pas cet équilibre, aucun des deux, ni satisfait ni engagé au travail, ça ne se passe pas très bien. Hein, les contributions des employés sont plutôt faibles, on n'a pas trop envie d'y aller. Si au contraire, je suis très satisfait dans mon travail, mais pas forcément très engagé, c'est un petit peu la crainte peut-être que vous avez, vous, en tant que manager, en entendant parler psychologie positive. Tout le monde est bien, tout le monde s'amuse, mais personne ne travaille, non? Ça, ce ne serait pas non plus l'équation complète. Pour la rendre complète, il faut ajuster un levier d'engagement. Si cependant, il n'y a que cet engagement et pas de satisfaction, là, c'est dangereux aussi parce qu'on fait uniquement que travailler. Les risques d'épuisement sont élevés, les risques de turnover sont aussi élevés. Donc, on essaye plutôt de trouver cette juste alliance entre le fait d'être bien et le fait d'être bien dans ce qu'on a à faire, c'est-à-dire le fait d'être engagé, motivé à faire ce qu'on a à faire. L'engagement, dans la recherche, on appelle ça la motivation intrinsèque au travail. C'est faire les choses parce qu'on aime les faire, parce qu'elles nous apportent quelque chose et pas parce qu'on doit les faire. Cependant, ce n'est pas tout à fait une réalité actuelle de dire qu'on est tous engagés et satisfaits au travail. En termes de satisfaction, peut-être vous avez des idées, à votre avis, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. On a combien de pourcentage de satisfaction chez les salariés français ou les travailleurs français? Ouais, 26, 6. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de vous dire pas aussi haut. Dans une étude qu'on a faite il y a 2 ans maintenant, on était à 33% de salariés, de travailleurs français satisfaits, mais c'était aussi beaucoup de travailleurs indépendants à leur compte dans cette étude. Et je vois dans le chat, vous mettez est-ce qu'on peut avoir les études? On vous les donnera toutes. Hein. C'est des études, c'est pas une généralité absolue, mais c'est des tendances qui se dégagent. 33%, donc un tiers des personnes qu'on a interrogées sur les 2000 personnes qui nous disent on est satisfait. Pas encore une grande majorité, on pourrait dire comme ça, mais surtout cette satisfaction, vous le voyez ici, on a mis quelques facteurs, elle est intéressante pour plein de choses, hein. Pour la productivité, pour la rentabilité, pour la fidélité des clients, pour l'efficacité, pour favoriser en général la performance. On croit souvent que c'est juste le baby-foot, mais non, il y a des véritables répercussions au travail. Même question que je pourrais vous poser sur le deuxième levier de l'équation, l'engagement. Là, normalement, vous devez avoir le chiffre, les posi trainers et tout. Combien de personnes engagées, le pourcentage des engagés en France, d'après l'étude du Gallup en 2014, qui est refaite en 2017. Vous êtes prêts pour le chiffre qui tue? 9%. 6% s'est passé en 2017 et j'attends de voir parce qu'on voit avec le Covid que l'engagement, il est aussi descendu. Alors, il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur cette façon d'évaluer l'engagement, mais important de se dire, même dans notre étude, on avait trouvé 26%. Donc. Et pour dire quand même un taux aussi bas, et pourtant l'engagement aussi est un levier, hein, si on le propose dans cette équation, parce qu'il permet plus de performance, il permet d'améliorer la sécurité des employés, l'avantage concurrentiel de notre entreprise, la performance, la rétention, le fait de limiter le turnover, une meilleure croissance, enfin, ça a des véritables impacts. Vous voyez ici sur ces études qui viennent du Gallup, mais il y a beaucoup d'autres recherches. Simplement pour vous dire, dans cette équation, on veut à la fois de la satisfaction et à la fois de l'engagement pour arriver au meilleur alliage des deux. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour étudier où on en est de cette satisfaction et cet engagement, et surtout, quel levier on peut activer. Là, vous sentez peut-être qu'on glisse petit à petit vers ces fameuses pratiques qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en général, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire face aux enjeux actuels. Et la solution Positran, que Emma, tu disais magique, mais moi, j'aime bien quand même dire ça parce qu'on a mis des années avant d'arriver à faire ce modèle-là, qui est le modèle POP. C'est un modèle qui nous permet de nous poser des questions en 3 étapes. 1, comment je me sens. 2, qu'est-ce qui se passe? Et 3, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? On va se le simplifier comme ça. 1, comment ça va? Et je vous la pose à vous, la question, dans le chat. Non, pas dans le chat, ici, normalement. Ah non, ici. Est-ce que vous voyez ce petit sondage arriver?
Comment vous allez en ce moment? C'est le centre du rond blanc. Est-ce que vous vous sentez plutôt dans une zone de confort, dans une zone d'apathie, dans une zone apathie, ça veut dire je n'ai pas trop envie de faire grand-chose, plutôt stressé ou plutôt au contraire enthousiaste? Vous êtes où, vous, là, actuellement dans votre travail? Comment ça va? Ok. Bon. Emma, tu dis ça, nous, on voit, on voit Oui, peut-être, mais tout le monde voit les résultats, en fait. Allez, encore, encore quelques secondes pour laisser tout le monde le temps de répondre. Ok, bah, pas mal, hein. Pas mal ce petit échantillon que vous êtes. Principalement enthousiaste et un peu dans la zone de confort. C'est pas mal, la zone de confort. On est bien, d'accord? On n'est pas hyper stimulé, mais on est bien. Aussi des stressés, aussi certains qui n'ont pas trop envie, un peu apathiques. Et un peu normal, hein, Emma vous montre aussi la période favorise un petit peu aussi cette lassitude là où on n'a pas trop envie. Donc, déjà, cette première question de se poser comment ça va. Deuxième question, et ça marche ici, cette question, pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs. Même question qu'on pourrait leur poser. Et puis, je souris en disant ça, mais comment ça va aujourd'hui? C'est encore mieux parce que les réponses sont plus précises. Deuxième étape, si on va dessous, les mécanismes un peu sous-jacents de comment ça va, c'est comment ça va dans votre travail, comment vous êtes. Et là, vous voyez ici, on passe sur ce cercle qui est bleu et rouge. Est-ce que vous êtes plutôt du côté engagé, satisfait, productif, plutôt au contraire dans l'ennui ou alors peut-être dans l'épuisement aussi, c'est possible. Où vous êtes? Alors, nouveau questionnaire. Vous pouvez en choisir 2 zones si vous êtes dans des zones proches, d'accord? Vous pouvez à nouveau choisir, mais vous êtes où actuellement? Pascal disait on est à fond psychopo. Ouais, dans la première réponse, ouais, à fond psychopo. Mais ça marche, hein, qu'on est psychopo ou pas, on peut être partout dans ce cadran. Hein, toutes les places, on y passe tous. Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes satisfait, vous, dans votre boulot? Est-ce que vous êtes plutôt dans une période d'ennui, de fatigue, de sur-régime, selon la période? Où on se situe? Encore quelques secondes pour vous permettre de tous répondre. Je confirme, Pascal, on est à fond psychopo. Ok, je vous partage vos résultats. Pas mal de gens qui ont mis cet onglet de satisfaction, d'engagement, pardon, presque 60% d'entre vous, puis 30% de personnes qui se disent satisfaits au travail. Après, les gros pourcentages qui sortent, période un peu modération, un peu de sur-régime, il y a par ici, et de la productivité aussi. Plutôt chouette, pas grand monde d'entre vous ressentent de l'aversion envers leur travail, qui est, on pourrait dire, la dynamique la plus négative, qui serait de rejeter même son travail ou de le détester. Donc voilà, un peu d'ennui, un peu d'épuisement. En tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas de, on est d'accord, de bonne réponse. Simplement, on pourrait dire qu'il y a un cadran idéal, qui est ce cadran en haut à droite, d'aller plutôt vers l'engagement, la satisfaction et l'enthousiasme. Mais on a aussi des fois, parfois, besoin de cette zone de confort pour redescendre et se reposer, être un peu plus calme. Les autres zones existent aussi. On dit simplement que dans la zone d'apathie, là en bas à gauche, il ne faut pas trop y rester. Voilà, c'est un petit peu ça pour vous dire, essayez de bouger. Ce qui est important ici, c'est le petit état des lieux pour vous montrer et puis pour poser la question du besoin derrière. Et c'est la même chose pour vos collaborateurs, où ils vont être et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer derrière. Mais déjà, avant tout, restons sur vous parce que c'était ce qui m'intéressait à ce moment-là. En fonction d'où vous êtes situé, c'est bien, hein, on a fait l'étape 1, 2, mais il y a l'étape 3 derrière. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'en suis là? Et puis surtout, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je peux faire si je suis épuisée? Qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus satisfait? C'est les 18 leviers que vous voyez en bas. Je vous propose un petit zoom dessus, parce que la slide est vraiment petite. Ici, c'est 18 leviers de la recherche. Alors peut-être dans ceux qu'on vous avait présentés il y a un moment, ils ont évolué, mais on a vraiment réuni pas mal de recherches pour arriver à ces 18 facteurs qui nous disent qu'il y a trois types de leviers sur lesquels on peut appuyer. Des leviers individuels qui sont propres à nous, pour être bien au travail, satisfait, engagé. C'est tous ces leviers à droite dans les ressources individuelles.
prendre soin de notre santé, nos émotions, notre propre gestion du temps, avoir du sens dans ce qu'on fait. Mais il y a aussi des leviers de l'organisation de l'entreprise où vous travaillez, qui sont autour ici du management, du leadership, du climat de confiance, des salaires, des conditions de travail. Qu'est-ce qu'elle m'offre mon entreprise autour de ça? Qu'est-ce que moi, manager, j'offre aussi à mes collaborateurs? Dans quoi je m'inscris? Parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas que de la faute de l'individu, pas que de la faute de l'entreprise, ou pas que grâce à moi ou grâce à l'entreprise. C'est un mélange de tout ça qui doit bien marcher. On arrête de surresponsabiliser l'individu, surresponsabiliser, et on arrête de surenchérir sur le poids de l'entreprise. Il faut rééquilibrer un peu les deux. Puis il y a ce levier central sur lequel vous aussi, les managers, vous avez un véritable rôle à jouer pour vous, mais pour vos collaborateurs aussi. Comment je me sens dans mon travail, c'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'autonomie? Est-ce que je sens que je maîtrise ce que j'ai à faire? Est-ce que je m'entends bien avec mes collègues en termes de relations? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je fais des choses suffisamment diverses? Et est-ce que j'ai du sens dans mon travail? Peut-être ici, pour vous laisser encore une minute sur ces leviers, j'aimerais vous demander de réfléchir pour vous. Il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas de choses. Si vous voulez en mettre dans le chat, vous pouvez. Mais c'est quoi les leviers qui sont importants pour votre engagement et votre satisfaction à vous? De quoi vous avez besoin pour être bien au travail et pour être motivé? Peut-être de ces 18, peut-être de certains bouts de ces 18. Et en fait, c'est un peu la même question à nos collaborateurs. De quoi vous avez besoin? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment bien? Est-ce que je suis autonome, etc. Et on va voir que dans les pratiques qu'on va vous partager, on va faire des ponts avec ces leviers parce que si je cultive la responsabilité de mes collaborateurs, je vais sûrement booster un peu leur autonomie, leur diversité, etc. On va faire des ponts. Ça vous paraît OK? Yes. Vas-y, alors, merci pour vos réponses. Ouais. En parlant de ponts, Justine, pourquoi en fait on en est arrivé à vous parler des enjeux RH de 2021 et des problématiques managériales du coup qui en découlent pour 2022? En 2021, fin 2021, on a été sollicité par le congrès HR pour intervenir sur du coup ces enjeux-là, les enjeux RH de l'année qui s'est déroulée. Et on en a retenu 4. Il y en avait plusieurs que vous pouvez voir du coup sur la slide. Et nous, on a décidé d'en choisir 4. Et c'était ces 4 qui ont suscité le plus d'engouement, le plus de débats avec tous les DRH qui étaient présents. Donc, le premier thème, c'est le management hybride. Comment, en tant que manager, je peux gérer les équipes qui sont en présentiel et en distanciel. Comment, ensuite, c'est la question du talent management. Donc ça, c'est avec un gros focus sur les soft skills. Ensuite, il y aura un thème sur le reskilling et l'upscaling. Donc, ce sont à chaque fois des grands mots, mais on va vraiment parler de la rétention des talents. Et enfin, le dernier thème, ce sera la féminisation des équipes avec comme enjeu la parité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Justine? Oui, on va les prendre un par un, ces thèmes, et on va à chaque fois les définir. Mais j'aime bien déjà ce que Karine, tu mets dans le chat avec, tu dis le travail hybride, la gestion du temps. Les leviers, ils ne sont pas tous évidents. Donc, on va essayer de proposer des réponses, en tout cas pas que les nôtres, celles qu'on a aussi partagées avec les intervenants de ce congrès qui nous ont paru pertinentes face à ces sujets. Le premier, c'est celui de l'hybridation du travail. Comment on fait pour aller vers cet accompagnement des équipes et des enjeux face à cette hybridation du travail? Pour le définir en quelques mots, le fait d'être en télétravail, à distance, dans du coworking, en présentiel, et puis de gérer un petit peu tout ça. Je pense que les managers d'entre vous ou les managers que vous accompagnez, vous êtes d'accord que ce n'est pas évident de s'y retrouver toujours dans cette hybridation du travail. D'ailleurs, on a même quelques chiffres sur ça. Exactement. Et tout à l'heure, je vous parlais du monde VUCA des paradoxes. Aujourd'hui, il y a 49%, toujours, évidemment, pour que ce soit bien clair, dans l'échantillon qui est étudié, 49% qui veulent adopter un modèle de travail hybride. Et pourtant, 50% des salariés expriment que le manque de lien social créé par le télétravail impacte négativement le sens qu'ils vont donner à leur travail. Aujourd'hui, il y a aussi 4 salariés sur 10 qui expriment une lassitude, une sorte de quelque chose de monotone au travail.
Et de plus, la transformation numérique a augmenté la charge cognitive, donne des hyper sollicitations aux employés, impacte la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et surtout, ça crée des énormes enjeux de cohésion au sein des équipes. On va commencer à, du coup, vous délivrer les pratiques managériales auxquelles on a pensé et qui sont déjà en pratique et qui fonctionnent dans plusieurs entreprises. Donc, ces pratiques, il y en a qu'on a accompagnées, d'autres qu'on a pu interviewer des entreprises qui font ça ou qu'on a trouvé à la fois par réponse aux enjeux de l'engagement et de la satisfaction, mais aussi par rapport à des enjeux d'actualité ou des entreprises qu'on a pu témoigner sur ça. Le premier, en fait, à chaque fois, on vous a découpé ce grand sujet, les grands sujets, l'hybridation optimale du travail, en petites problématiques qui apparaissent ici, qui sont des problématiques qu'on rencontre dans nos accompagnements. Et une des questions, alors peut-être de certains d'entre vous, mais en tout cas qui a pas mal été d'actualité, cette question de comment intégrer des nouvelles personnes en management hybride. Comment on s'assure de ça? Pour vous raconter l'anecdote, une des premières personnes que j'ai accompagnées sur ça pendant la crise m'a appelée après avoir 2 mois d'intégration dans son nouveau poste pour me dire « Je viens d'être appelée aujourd'hui par un collaborateur en Arabie Saoudite qui m'a appris 2 mois plus tard que je suis sa manager. » Pour vous dire, ce n'était pas une intégration tout à fait géniale, quoi, hein. Quand on découvre 2 mois plus tard qu'il y a quelqu'un sur notre équipe et on n'est même pas au courant, ou alors l'un comme l'autre. Donc, la première pratique va vous paraître assez évidente, mais on a été assez surprise avec Emma de la façon, quand on l'a présentée et quand on l'a trouvée, de l'évidence qui n'était pas une évidence pour tous. Ici, l'hybridation optimale du travail, le manager peut simplement créer ça, des visios de bienvenue. Ça a l'air de pas grand-chose, mais prendre le temps d'offrir un vrai temps, hein, ce qu'ils font ici chez Eurecia, par exemple, c'est une trentaine de minutes, une visio, où la personne se présente et on fait présenter les équipes. Ceux d'entre nous ou d'entre vous qui connaissez les forces, on aime bien le faire à travers les différentes forces que chaque membre de l'équipe a, et on en reparlera des forces, mais ici, par exemple aussi, vous connaissez ce jeu un peu amusant où on se présente à travers des anecdotes réelles sur nous, ou dans lequel on plonge une fausse anecdote et on essaye de décortiquer le vrai du faux. Peu importe ces pratiques-là de visio, mais les visios à la fois de bienvenue, elles aident à intégrer tout le monde. En fait, on ne s'autorise pas forcément à faire ces visios informelles. Vous avez peut-être ça dans vos emplois du temps, ces visios où ça part à fond, on est sur plein de réunions hyper intéressantes, mais la visio d'intégration, et peut-être pas qu'une, mais peut-être plusieurs, s'il y a des équipes en présentiel à distance, de s'assurer que tout le monde trouve un temps pour être là, c'est indispensable pour avoir cette sensation d'intégration et d'affiliation à l'équipe. Première pratique assez évidente, mais qui nous permet, vous le voyez en bas, vous allez voir à chaque fois sur les slides qu'on va vous présenter, de favoriser un véritable climat de confiance et des relations les uns avec les autres qui sont des leviers indispensables pour se sentir satisfait et engagé au travail. Emma, je te laisse proposer une deuxième bonne pratique pour les managers à distance, enfin en hybridation. En hybridation. Du coup, les managers, vous ou évidemment ceux que vous accompagnez, ils peuvent se sentir un petit peu esselés face aux problématiques qu'ils rencontrent. Et en fait, ils se sentent seuls et pourtant, il y a énormément de managers qui vivent en soi exactement les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Et la Mutuelle nationale territoriale, donc la MNT, a créé des cafés managers créés par les managers et pour les managers. Donc, tous les mois, il y a 15 managers qui organisent un café comme en fait une sorte de supervision pour pouvoir échanger sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et sur les solutions qu'ils ont déjà apportées ou qu'ils pourraient apporter. Donc, c'est comme une sorte de co-développement en autonomie par les managers entre eux et ils vont s'échanger des cartes de réussite managériale. Et ces cartes managériales, de réussite managériale, vont être imbriquées, vont être saisies dans une base de données auxquelles les managers peuvent se référer un petit peu quand ils veulent. Et donc ça permet d'activer le levier du management, d'activer aussi
le levier des relations, parce que ce n'est pas forcément toujours facile de demander de l'aide à un collaborateur ou à un autre manager. Mais ça permet du coup de créer le dialogue et de favoriser le lien social qui est, on l'a vu, très important dans ce travail hybride. J'ajoute un petit point sur celui-là pour dire qu'on est quand même super fiers parce qu'à la base, c'est des managers sur lesquels qu'on a accompagné sur cette histoire du lien intermanagériaux. Et c'est eux qui ont monté ces cafés, c'est eux qui ont inventé les cartes de réussite managériale et c'est eux qui ont, en autonomie, en interne, vu avec les systèmes IT pour autonomiser toutes ces cartes de réussite managériale qui sont mis dans un système assez intuitif. On peut taper les mots-clés des problématiques managériales qu'on rencontre, avoir à la fois des cartes derrière avec des objectifs, comment s'y prendre, des solutions concrètes, ça renvoie vers des outils. Et puis sur chacune de ces cartes, il y a un référent manager interne qu'on peut solliciter pour qu'il nous aide à partager des bonnes pratiques. Je trouve que c'est assez valorisable comme démarche. Et puis surtout, voilà, ça permet de simplement les mettre en lien. Et on a l'impression que ces pratiques sont évidentes quand on les voit comme ça, mais nous, au début, on nous a sollicité pour les aider à se mettre en lien, c'est-à-dire créer cette opportunité d'échanger et de se rendre compte qu'en fait, nos problématiques managériales qu'on rencontre ne sont pas isolées. On les a tous à peu près rencontrées d'une certaine façon. Et surtout, si on sort de cette bulle de solitude et qu'on partage avec l'autre, on se rend compte qu'on vit les mêmes réalités. Et moi, je leur dis tout le temps, les meilleures pratiques sont celles qu'ils déploient eux-mêmes en interne. Nous, on peut arriver, les consultants, avec plein de bonnes pratiques. Certes, on leur a aidé avec ces cartes-là à donner des nouvelles idées, comme on fait avec vous aujourd'hui. Mais en interne, déjà, ce qui est bien fait marche dans l'environnement, dans l'organisation, avec les règles établies. Et donc, du coup, ça peut permettre de trouver des solutions encore plus facilement duplicables ou sur lesquelles s'inspirer parce qu'elles marchent dans cette organisation-là. OK ? Bon, une pratique, une idée, avec à chaque fois pour vous des inspirations, on espère, même si on se dit que ce n'est pas tout à fait duplicable de la même façon. Mais si je le dis d'une façon très simple aussi, ça pourrait être simplement de rentrer en lien avec des managers pairs qui travaillent pas loin de nous ou alors des collègues similaires. Voilà, simplement ça, rentrer en lien et avoir un objet de discussion, ça nous paraissait intéressant. Une autre pratique, si je complète, à chaque fois, on vous en a prévu 3 par thème. Moi, je l'ai trouvée assez innovante. Alors, tellement innovante que pas forcément applicable telle quelle, mais l'idée derrière est très bonne. Comment faire pour accompagner, alors toujours en position managériale, gérer le bon équilibre entre ce télétravail, ce travail au bureau, ce travail dans les tiers-lieux. Comment, en fait, être au mieux pour travailler? Peut-être vous avez des questions sur... vous avez peut-être des obligations, comme en ce moment les 4 jours de télétravail et un jour de télétravail qui vont évoluer au début février. Mais ce qu'a proposé Mazars est une idée que j'ai trouvée intéressante à vous partager aujourd'hui. Mazars, ils ont dit, et pourquoi pas créer des espaces de travail où on va en fonction de son état d'humeur ou son état d'âme. Je trouvais que l'idée était intéressante. Parce qu'il y a eu tout un débat dans ce congrès, et on a vu ça au niveau de la recherche, tout un débat sur est-ce qu'il vaut mieux travailler en télétravail parce qu'on est plus productif ou sur site parce qu'il y a plus de liens sociaux, et pourquoi pas le tiers-lieu parce que le code, etc. Tout ça, c'est un grand débat, il n'y a pas vraiment de réponses qui ont été trouvées à rien, il n'y a pas d'endroit mieux. Ça dépend surtout de notre intention, de ce qu'on veut faire. On a une meilleure concentration dans des espaces productifs petits, chez nous en télétravail ou dans des espaces de coworking dédiés à ça. On a aussi bien meilleure avancée sur des projets de groupe quand on se voit en présentiel ou quand on est dans des espaces qui favorisent le lien. Et je trouve intéressant de penser le lieu en fonction de ce qu'on a à faire et de la dynamique dans laquelle on est. Parce que vous tous, vous avez peut-être des jours où vous avez plutôt envie de rester dans une bulle, voilà, plutôt cocooning, un endroit un peu. Et puis à un moment, on a envie de créer ce lien, d'être dans cette ouverture et de parler. Et je trouve intéressant de jouer sur ce levier parce que vous le voyez en bas à gauche, c'est à la fois des conditions de travail qu'on parle ici, mais aussi qui prennent en compte ce levier hyper important de l'agilité émotionnelle qui favorise aussi une meilleure adéquation entre comment ça va et finalement de quoi j'ai besoin pour être engagée et satisfaite. Donc, je trouvais inspirante pour nous-mêmes et puis pour peut-être la question que vous pouvez avoir, comme Emma qui m'appelle en me disant « je vais à Positran ou alors je reste ?» ou « qu'est-ce que tu décides toi ?» Mais moi, je ne décide pas grand-chose. Mais par contre, toi, tu décides quoi? Et c'est quand que tu préfères y aller? En fonction de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire sur le site?
Est-ce qu'on a créé les opportunités pour se rencontrer, pour travailler ensemble? Ou alors tu y vas et puis en même temps, c'était le jour où tu aurais préféré parce que tu es un peu fatigué ou etc. Rester à un endroit plus reposant. Voilà, je trouvais plutôt chouette et ils ont des super idées de coworking où il y a des espaces détente avec des coworking super zen, des coworking hyper productifs. Emma, Merci Justine. Du coup, oui, on l'adore cette carte, elle est super inspirante. Notre deuxième thème, c'est l'attraction des talents post-Covid. Comment, dans cette ère, on favorise le recrutement? Comment on réussit à intégrer les talents et comment surtout on les retient et comment on prévient le turnover? Donc Justine va nous donner oui. notre base scientifique. À chaque fois, on a cherché les études actuelles et on vous trouve des chiffres à aller approfondir pour voir un peu de quoi il s'agit. Mais je trouvais intéressant de dire, nous, on a beaucoup de demandes sur ça en disant très dur de recruter du monde aujourd'hui et de recruter du monde, de les garder, en particulier dans les milieux de la restauration, mais dans les petites entreprises, les PME, 83% ont des difficultés de recrutement. Il y a des moteurs de fidélisation qui sont autour de la quête de sens. On entend beaucoup ça. On est en train de faire un parcours de formation sur ça, tellement que c'est une demande permanente en ce moment. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert mon métier, etc. La quête de sens, la QVT, le respect de cet équilibre entre cette vie personnelle et professionnelle qui est tellement complexe avec les enjeux d'hybridation qu'on vient de dire. Et puis, on a aussi vu dans une enquête que 40% des salariés ils veulent un management assoupli, c'est-à-dire un management qui laisse de la place à l'autonomie, à la responsabilisation, qui favorise la prise d'initiative. On verra un petit peu ce qu'on a trouvé, parce qu'il faut s'intéresser à cette question des talents au sens large, de les accueillir, leur donner envie de venir, de rester, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de changer de poste et beaucoup qui sont absents. L'absentéisme, il est monté en flèche avec le Covid. Donc, comment on fait pour donner envie aux gens de venir et les garder? Emma, tu as peut-être une première réponse. Ben moi, je vais un petit peu vous surprendre. J'adore cette carte parce elle fait débat et à chaque fois que je la présente, on me regarde en me disant oh, mais comment ça? Comment c'est possible? Comment, en tant que manager, on peut attirer durablement du monde et leur donner envie de rester? J'ai envie de vous parler de climat de confiance avant tout. Comment la société SOR a réussi à embaucher 700 personnes en 7 mois de Covid, plus de 300 alternants. Et comment a-t-il réussi à avoir le prix de l'innovation RH de l'année 2021? Eh bien, il a recruté sans période d'essai. Et le fait de recruter sans période d'essai, oui, en tant que manager, on n'a pas forcément la main mise sur les processus de recrutement. Mais ce qui est très intéressant dans cette pratique, c'est qu'ils ont repensé, ils ont refondé tout leur processus de recrutement pour responsabiliser autant le manager, qui du coup était beaucoup plus à cheval sur les besoins dont il avait besoin, tout simplement, les forces qu'il devait recruter, les objectifs qu'il avait. Et ça permet aussi de responsabiliser le recruteur, mais aussi celui qui est recruté. En fait, il est déjà engagé. Il est déjà engagé parce qu'il est autonomisé et il est responsable. Et donc, je trouve que c'est une idée géniale. Alors, moi, j'aime bien la compléter avec un autre sujet que j'adore. C'est le sujet des forces. Elle est très passionnée. Parce que recruter sans période d'essai, oui, mais on est d'accord, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on arrive à toucher la bonne personne au bon endroit? Une fois qu'il est là, il est là. Et ben, la réponse de la psychologie positive à ça, c'est d'essayer de trouver le bon candidat pour les bonnes tâches et la bonne équipe. Et pour faire ça, sa réponse, c'est de recruter par les forces, sur les forces. Peut-être vous avez déjà entendu ce sujet ou pas. Les forces, je vous ai simplement mis un petit rappel et éventuellement, on va vous mettre plein de liens pour aller plus loin. Les forces, en fait, c'est là où je me sens authentique, performant et motivé et énergisé, c'est-à-dire là où je sens que c'est moi, je le fais bien, même mieux que la plupart des gens, et ça me booste à l'intérieur. Ici, en bas à droite, je vous ai mis quelques idées de force qui font partie aussi de ces soft skills dont on parlera dans quelques instants. Simplement pour dire, on peut adopter une démarche de recrutement pour regarder de quelles forces on a besoin dans notre équipe. Quelle est la fiche de poste dont on a besoin, mais finalement, face à cette fiche de poste, de quelles forces on a besoin. En tant qu'équipe, quelles sont les forces en présence? Qui j'ai dans mon équipe? Quelle force j'ai? Mais peut-être je n'ai pas de force de compétition, j'ai pas beaucoup de force d'écoute active. Est-ce que le prochain collaborateur que je vais prendre, ça serait pas bien pour qu'il marche bien pile dans mon équipe?
qu'il ait ses forces complémentaires. Ou alors, j'ai une équipe très humour, il faut que je choisisse un nouveau candidat qui a aussi cette force-là pour bien s'intégrer. Ça dépend, on peut chercher complémentarité ou différence. Quoi qu'il en soit, toute une démarche qui met en lien l'équipe, le manager et les RH sur c'est quoi les forces, de quelles forces on a besoin. Et puis ensuite, mon candidat, je vais aller le questionner sur ces sujets-là pour essayer de chercher à faire cette adéquation. Quelque part, une fois qu'on a identifié tout ça, même la première pratique qu'Emma vient de dire pourrait jouer derrière, recruter sans période d'essai. On essaye de se conforter, de faire un bon alliage et d'être tous à peu près d'accord que ça va bien marcher. Évidemment, la suite et l'intégration va jouer. La visio de bienvenue, ça marchera aussi à ce moment. Elles sont un peu toutes en lien finalement. Ouais. Une dernière pratique sur les talents un peu particulière, un peu innovante. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Emma, je te laisse nous proposer, nous la partager. Du coup, là aussi, le fil rouge pour la fidélisation des talents, c'est, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a une question de sens, une vraie question de sens. Et donc, cette carte s'appelle « Et si vos projets de recrutement étaient aussi vos projets d'inclusion ?» Ce qu'on essaye de promouvoir ici, c'est que les engagements RSE dans une entreprise, ils peuvent parfois être flous, ils peuvent être lointains et on peut ne pas se sentir acteur de ces projets-là. Each One, c'est une entreprise qui aide les personnes réfugiées à être embauchées dans des grandes entreprises comme L'Oréal, Ikea, la Banque Palatine, etc. Et donc, ces entreprises vont former les personnes réfugiées et ça permet en fait de donner du sens à des projets d'inclusion, à des projets d'innovation sociale, aussi de pouvoir refavoriser, revaloriser ces personnes qui ont des talents qui sont invisibles pour certains, mais qui sont pourtant bien présents. Et c'est donc un énorme levier stratégique d'engagement, tant pour les collaborateurs que pour les personnes recrutées. Je fais juste le pont avec un levier, mais parce qu'il me paraît super important, celui-là, on n'en parle pas assez, je trouve, c'est celui de, vous voyez, dans les leviers du POP en bas à gauche, la mission d'organisation. En fait, ça rend à tout le monde accessible ce fameux sujet de responsabilité sociale environnementale qui est large. Là, on se rend compte que notre entreprise, elle répond pas juste sur des belles paroles, mais elle propose des véritables projets qui nous rendent aussi acteurs d'une véritable mission au sens plus large que nous. Et ces notions dans le POP des 18 leviers qui sont le sens de la vie, le sens du travail, la mission de l'entreprise, cette histoire du triangle du sens, qu'est-ce qui est important pour nous, ça favorise ça. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on vous dit le nombre de personnes qui manquent de sens dans leur travail, qui font aussi qu'il y a pas mal de changements d'entreprise, etc. C'est des projets ici qui servent à tous. Et dans ce projet-là, la cohésion qui en déduit et l'engagement est assez impressionnant. Donc, très chouette comme proposition. On a été interviewé avec Ilona pour répondre à leur entreprise. Si vous avez envie d'aller voir, on vous partagera aussi le lien. C'est très chouette. Troisième grand thème, parce que je vois aussi le temps qui file et qu'on va essayer de tenir. Donc, dans le troisième grand thème, c'est ce soft skills, au cœur des soft skills, c'est-à-dire, et ça, vous l'entendez depuis des années, c'est pas nouveau, Covid, mais comment manager avec les soft skills au cœur de ça, favoriser les bonnes compétences, les aider aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans upskilling, reskilling, c'est-à-dire les gens ont des compétences, certes techniques, mais comment on les aide à être à jour, à rester à jour, à se servir de leurs compétences aussi pour progresser. Ici, la question, elle se pose parce que, Emma, tu vas nous le partager. Effectivement, Justine, 62% des entreprises qui sont prêtes à recruter uniquement sur les soft skills. Il y a des soft skills qui sont assez recherchés, et là, on vous a donné quelques exemples, comme par exemple la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la créativité, ou encore le management, qui est effectivement une vraie soft skill. La première pratique, c'est une posture que vous avez tous déjà entendue. Je ne vais pas non plus m'y étendre, mais c'est finalement déjà faire évoluer sa posture de manager vers une posture de manager coach. Vous avez entendu ça? Alors, on ne va pas attendre que le manager devienne un coach sur tous les sujets du monde. Ce que ça veut dire, un manager coach, c'est un manager qui a une attitude un peu moins directive, peut-être, s'il en avait une. En tout cas, quelque chose qui fait émerger au lieu d'être descendant.
Dans ces sujets-là, on parle de grands thèmes comme la bienveillance, comme les feedbacks réguliers, comme le fait de bien communiquer, de partager le sens de nos projets, enfin vraiment adopter une posture qui est plus inspirante, du leader plutôt que du manager. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité depuis des années, mais qui est devenu d'autant plus important avec le Covid. Euh, un petit tips peut-être avec lequel partir, c'est arrêtons les feedbacks sandwich. Vous en rappelez, vous avez peut-être appris ça en tant que manager au début. Négatif, positif, négatif, ça marche pour rien dans la recherche parce que le négatif a environ entre 3 et 7 fois plus de poids que le positif. Donc le positif, il a beau en avoir deux tranches, le négatif du milieu prendra le dessus. Faites plutôt des temps séparés avec des vrais feedbacks positifs sur des vrais éléments très précis, pas juste un bon communicant. Le feedback que je ferai à Emma après ce webinaire, il prendra des éléments précis du webinaire. Et d'ailleurs, même chose s'il y avait, ce ne sera pas le cas, mais des feedbacks négatifs, il vaut mieux être très contextuel et expliquer que quelque chose s'est mal passé, mais séparer ces deux moments pour qu'ils aient chacun leur véritable impact. Voilà, plein de stratégies comme ça, mais en tout cas, ça se travaille, cette posture du manager coach, comme se travaille le leadership positif. Oui, tu parles de posture et effectivement, le leadership positif, c'est d'abord le fait d'incarner avec quoi en fait on veut manager, ce comment on veut manager. Le leadership positif, c'est d'abord travailler et connaître ses propres soft skills pour pouvoir manager les autres et pour pouvoir faire éclore et valoriser les soft skills de ses collaborateurs. À partir en fait de ce moment-là, quand vous êtes dans la connaissance de vos soft skills et du coup dans aussi la connaissance des soft skills de vos collaborateurs, vous allez pouvoir utiliser des moments pour être en lien avec les autres, pour repérer leurs forces, pour valoriser par exemple les réussites à la place des échecs. Et quand bien même il y aurait des échecs, vous pouvez très bien aussi les féliciter parce que dans tous les cas, c'est un apprentissage. C'est surtout un leadership qui va être basé sur le sens, sur les relations, sur la maîtrise et sur l'autonomie. Et tout ça dans un climat de confiance. Après, le leadership positif, c'est aussi quelque chose qui est subjectif, dans le sens où, par exemple, au congrès RH, chacune des entreprises avait créé son propre profil de leadership positif. C'est quelque chose qui a du sens, en tout cas, pour vous et que vous pouvez mettre en application. D'abord vers soi, puis vers les autres. C'est ça. Celui qui est proposé là, c'est notre modèle du profil du leadership positif qui est basé sur la théorie d'autodétermination, une théorie de la motivation de la recherche. Mais c'est vrai que ce modèle-là est intéressant, surtout dans le double mouvement. D'abord, connaître ses soft skills à soi, les travailler, et ensuite pouvoir déployer ça et favoriser les soft skills de son équipe. Enfin, il y a ce double mouvement toujours. On est en train d'écrire un livre qui s'appelle exactement ça, être leader de soi avant d'être leader des autres. Mais il y a vraiment ce double parallèle. On parlait de soi et puis après vers les autres. Je crois que pour manager au cœur des soft skills, une des clés, c'est de favoriser et de cultiver la responsabilité. Ça a l'air pareil, assez évident, mais on a beaucoup parlé de ça dans ce congrès et ça a fait beaucoup de ponts avec nos dynamiques, avec un levier que j'adore qui est celui-là de la clarté et de la structure. Vous avez peut-être entendu parler de ces entreprises libérées ou parler de ces équipes qui attendent un management qui soit moins pyramidal, mais un peu plus horizontal. Très bien dans l'idée, à condition que la clarté et la structure soient précises. Les entreprises libérées, il y en a beaucoup qui essayent ce modèle et qui reviennent en arrière parce que ce n'est pas assez clair et pas assez structuré. Ça marche si c'est bien structuré. Donc, le télétravail, c'est pareil. J'ai eu plein de managers qui m'ont demandé si je trouvais bien, moi, en tant que psychologue du travail, de fliquer derrière l'écran les travailleurs en télétravail. Il y a des logiciels qui existent. Vous pouvez prendre des captures d'écran toutes les 10 minutes de l'écran de votre collaborateur pour voir s'il travaille bien. Je n'ai pas forcément valorisé ça, vous comprenez, en psychologue et psychopositif que je suis. Ce n'est pas tout à fait dans mes cordes, mais parce que dans la vraie vie, on ne va pas derrière l'écran de notre collaborateur voir s'il travaille toutes les 10 minutes. D'ailleurs, on le croiserait des fois pas parce qu'il est au café avec ses collègues ou à la cafette. Mais pour autant dire, ici, on parle de responsabilité, c'est-à-dire plutôt de gérer et de manager en étant précis sur des objectifs, en favorisant le cadre et la structure. Qu'est-ce qu'on attend, pour quand, à quel moment? Et ensuite, valoriser la responsabilité et l'autonomie du collaborateur pour qu'il atteigne ce chemin par lui-même. C'était très clair avec Emma, je reste sur toi parce qu'aujourd'hui, c'est toi l'exemple, mais
Ce webinaire, il était aujourd'hui à 13 heures avec une structure qui durait 50 minutes et 10 minutes de questions. Bon, on aura un petit peu débordé ce cadre de clarté, mais OK. Mais quoi qu'il en soit, après, le processus pour le créer, il faut laisser la place à l'autonomie, pas être tout le temps derrière figé, faire des retours, faire des feedbacks, faire des points, mais favoriser et cultiver cette autonomie en étant précis. Et dans le congrès, ils appelaient ça le management par objectif. Je trouve que c'est vraiment très juste sur un bon levier à condition de faire les choses de façon structurée et pas laisser dire vas-y, fais tes tâches, débrouille-toi et on en reparle dans 3 mois à l'entretien bimensuel, trimestriel. Enfin, pas intéressant. Vraiment dans une bonne clarté. Et on a plein de pratiques autour de ça, comme les PMI. Je vous mettrai un petit lien dans le chat si vous voulez aller plus loin. On va aller vers le 4e et dernier sujet pour ne pas manger de plus de minutes trop, la féminisation des équipes. Donc, ça va être vraiment s'assurer de la parité au sein de l'entreprise et surtout, je ne me rappelle plus qui avait parlé de ça dans le chat, mais dans les fonctions managériales et dans les fonctions dirigeantes. Cette féminisation des équipes, elle est importante parce que ce n'est pas encore une vraie réalité. Féminisation, parité, il faut être un peu plus précis aussi parce qu'on ne cherche pas, et ça c'était aussi un grand débat, à mettre des femmes partout à tout prix, à favoriser plus de femmes que d'hommes. Je m'en rappelle dans des milieux bancaires dans lesquels je suis allée, à force de favoriser les femmes, ils disaient mais bientôt on va devoir faire la même démarche dans l'autre sens, favorisons le recrutement des hommes. Parce qu'il y a vous disiez en RH, il y a beaucoup de femmes, oui, mais il y a des milieux, en tout cas, il y a cette notion de parité qui n'est pas encore tout à fait au clair sur pas mal de choses et le Covid a accentué certains de ces éléments. Le temps passé avec les enfants était plutôt féminin, par exemple, pendant le Covid. 40% des femmes disent avoir consacré plus de 4 heures pour leurs enfants, le double des hommes. 21% des femmes ont arrêté de travailler pendant le Covid, le double des hommes encore. 70% disent que la crise, elle a impacté leur carrière. Et puis, vous voyez aussi un choix ici intéressant de s'être mis en temps partiel pendant la crise du Covid, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Les femmes, plutôt pour le soin aux dépendants à 48%, les hommes en plus grande majorité pour la formation. Et c'est des chiffres qui sont assez inversés, vous voyez, pour cette notion-là. C'est intéressant de voir pourquoi je décide ce temps partiel. Et puis, les entreprises qui ne sont pas encore tout à fait sur un indicateur, un index d'égalité ou de parité, selon comment il est légalement imposé maintenant aux entreprises. Il y en a 2% des entreprises qui sont vraiment à cet index maximal de 100% et encore 56% qui sont déjà à 75% de cet équilibre qui est pas mal. Je pense qu'on peut encore faire des choses. Et Emma, tu vas nous proposer une première pratique sur cette féminisation et le rôle du manager dans la féminisation et la parité des équipes. Avec plaisir. Mais du coup, en tant que manager, c'est vraiment la question de la réflexion autour en fait de la parité. Comment arriver enfin à la parité? Engie, cette entreprise, a voulu établir un objectif précis autour de la parité. Alors, quand on lit ça, on se dit, mais on se fout de qui? C'est hyper évident. Et d'un autre côté, pas tant que ça. C'est juste le fait de ne pas rester dans le flou, être dans quelque chose de réalisable, être dans quelque chose de concret et d'atteignable. Eux, ils se sont fixés 40% de femmes dans les instances dirigeantes d'ici à 2030. Et ils appuient sur quelque chose qui est très important aussi et intéressant, c'est la parité, mais de manière systémique. Donc, ça veut dire que ça va être dans le recrutement, dans les bonus, dans les programmes de formation. Et nous, en tant que manager, vous, en tant que manager ou en tant qu'accompagnant de manager, vous pouvez avoir engagé du moins une réflexion personnelle ou une réflexion commune vis-à-vis d'objectifs à atteindre, des objectifs atteignables et réalisables. Tu parlais des programmes de formation du leadership et ce sera une de nos prochaines, la deuxième pratique sur cette thématique, parce que vous connaissez cette notion de plafond de verre, d'accessibilité aux postes de haute responsabilité qui sont clairement pas encore non plus une réalité. Et c'est Lidl qui nous avait donné au congrès un super exemple avec leur programme Lidl Heure, qui est vraiment un programme interne de leadership au féminin, comme il en existe dans beaucoup d'entreprises, vraiment arriver à non seulement promouvoir cette équité, mais aussi cette promotion interne avec des parcours qui, malgré leur nom, impliquent aussi des hommes. Je trouve très intéressant ça. C'est pas une histoire si on parle de parité, c'est pas juste favoriser les femmes, c'est impliquer l'ensemble des collaborateurs et des employés d'une entreprise à être sensibles à ces sujets-là et travailler ensemble à lever les freins qui pourraient nous empêcher
ou qui pourrait empêcher les femmes à accéder à des postes de haute responsabilité. Je te donnais, Emma, cet exemple-là, d'avoir pu, dans une banque aussi, accompagner une personne qui était dans une collectivité territoriale où elle manageait des équipes de plus de 300 personnes. Et le jour où on lui a demandé si elle voulait devenir manager d'équipe, c'est-à-dire 17 personnes dans sa banque, mais je ne serais jamais capable. Vous voyez, le pont entre les deux m'avait paru tellement impressionnant. Et cet enjeu-là, et c'est une femme qui était rentrée dans un de ces programmes de leadership. Il y en a un que je connais bien à Lyon qui s'appelle Talent Aiguille, je trouve joli le nom. Et en fait, ils sont managés, mentorés par des hommes ou des personnes du CODIR et accompagnés aussi pour casser des biais parfois mentaux. Et ça sera notre troisième pratique et dernière qu'on vous partagera aujourd'hui. Emma, La dernière, je te laisse la le meilleur 12e, pour la fin. avec une belle transition. Merci Justine. Se libérer en fait des biais cognitifs quand on parle de parité. 50, c'est une entreprise qui travaille sur les biais cognitifs et ils ont une approche qui s'appelle e-doing et qui s'intéresse au nudge. Donc le nudge qui est, il n'y a pas de définition exacte en anglais, enfin de traduction exacte, mais c'est le coup de pouce, le coup de coude pour favoriser l'environnement, enfin, pour favoriser un comportement dans un environnement donné. Donc, c'est par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Doodle Jump sur le téléphone. Pour favoriser le sport en entreprise, on va créer des dessins sur les escaliers pour jouer à Doodle Jump avec nous-mêmes. Et du coup, ça favorise énormément le sport. Donc, ça, c'est pas voilà, un exemple de nudge. Donc, e-doing se spécialise sur l'intelligence artificielle et sur l'utilisation des nudges pour se libérer des biais cognitifs. Il y a l'exemple aussi d'un nudge qu'on aime bien chez Google. Le nudge, c'est simple, opportun, facile et attractif. Et en fait, les femmes, elles ont tendance à moins demander de promotion que les hommes. Et pour nudger, du coup, les femmes à faire une demande de promotion, il y a un vice-président, le vice-président de Google, qui envoie un mail à son équipe où il souligne 2 études qui sont la première. Les femmes lèvent moins la main que les hommes quand on leur demande de résoudre un problème mathématique, alors qu'elles ont un meilleur taux de réussite quand elles le font. Et la deuxième étude qui est, en réunion, les femmes ne partagent pas autant leurs idées que les hommes, même si les observateurs relèvent que celles-ci sont souvent meilleures que celles proposées par leurs collègues masculins. On n'est pas en train de jeter la pierre à messieurs. C'est pas ça qui est en train de se passer, mais le résultat fait que le taux de candidature des femmes a immédiatement en fait augmenté, tout comme le nombre de femmes qui ont reçu des promotions. À chaque fois qu'il a envoyé ce rappel, le taux de promotion des femmes ont grimpé. Et lorsqu'il oublie d'envoyer cet email, les candidates ont chuté. Donc voilà, je vais laisser le net final, mais alors il évoque souvent plein de réactions sûrement chez vous, mais en tout cas dire que par des petits coups de pouce, on peut travailler aussi cette réflexion sur la parité, en tout cas par plein de petites instances, plein de réflexions. C'est peut-être essayer ici aussi d'arrêter d'avoir des biais et arrêter de les citer. Je crois que j'ai vu Christine parler de ça, de citer ça comme un frein, mais vraiment essayer de travailler de façon cohérente et ensemble la parité. On arrive à la fin de l'heure. On a fait un webinaire d'1 heure. Alors, on va avoir un peu de temps pour ceux qui peuvent pour les questions. Vous pourrez nous les envoyer à cette adresse-là de info@positran.fr si vous en avez et que vous devez partir. Simplement, je finis avec cette dernière slide qui est le résumé de notre webinaire. Peut-être 3 éléments à retenir. L'équation, satisfaction plus engagement égale performance durable. Ces 4 enjeux qui sont des sujets de fin 2021, mais qui sont aujourd'hui très présents dans nos entreprises. Et puis, 12 pratiques pour oser se lancer, même si elles ne sont pas duplicables exactement. On espère qu'elles vous ont inspiré, donné des idées, concrètement en vous montrant que grâce à ces pratiques, on peut appuyer sur des leviers scientifiques, les 18 qu'on vous a présentés au début, et que ça peut donner un petit peu de baume au cœur et un second souffle ou un nouveau souffle à cette année 2022. Pour répondre, vous aurez le diaporama, ça c'est sûr, et vous l'aurez, on vous l'enverra à vos mails d'inscription. Et puis, on reste avec vous, avec Emma, avec quelques questions. On vous met des liens aussi dans le chat si vous voulez aller plus loin. Et est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, partagez. Vous pouvez ouvrir vos micros, oui, parler en avec direct. plaisir qu'on entende vos voix.
Vous aurez le Merci PowerPoint. pour C'est la question que je vois depuis le début. Le PowerPoint, c'est sûr. le livre, il y a aussi un livre, un conseil pour un bon livre ou une bonne étude sur VUCA et les soft skills. Alors, on va pouvoir vous envoyer plein d'articles là-dessus. Plein de ressources, plein d'articles. Ouais. Je vous en mets là quelques-unes qu'on avait identifiées qui font écho. Par exemple, on a des articles assez à la fois accessibles ou de recherche sur le levier du POP ou sur ces pratiques organisationnelles positives. On se le permet pour se faire quand même une autopub parce qu'on ne le fait pas suffisamment, Emma, mais les cartes qu'on vous a présentées sont des cartes qui font partie d'un nouveau jeu qui s'appelle le jeu Whoop, et il y en a 180 de ces pratiques organisationnelles positives. 80, Donc, là, il y en avait 12. là, il y en avait 12 avec certaines qui sont vraiment été conçues face aux enjeux d'actualité tout de suite là maintenant, mais les 180 qui font partie du dispositif du Whoop sont issus de données de la recherche qui ont montré que ces pratiques avaient des résultats significatifs sur les leviers qu'on vous a présentés au début. Donc, ce jeu Whoop, si vous intéresse, il est sur notre site. Je vous ai mis les liens dans le chat et ça peut être intéressant juste d'aller le voir et de découvrir dans nos blogs certaines pratiques qui vous sont présentées évidemment gratuitement. Bonjour Justine, bonjour Bonjour Emma. Laure, je suis Ça contente va de te voir. Oui, j'avais laissé. Voilà. Juste une question. On n'a pas toujours affaire, je ne sais pas pour les personnes qui sont ici, on n'a pas toujours affaire directement aux directions générales des entreprises, parfois sur des middle managers. Il y a beaucoup dans les outils là que vous nous avez proposés, il y en a beaucoup où il faut que ce soit une décision de l'entreprise qui ne peut pas être mise en œuvre. Quelles recommandations vous pourriez nous donner toutes les deux sur quelle action je peux mener, moi, quand je suis un manager intermédiaire pour tendre vers ça? Ah, t'aurais préféré que j'allume pas ma caméra là, Justine. Si, moi, j'adore ta question, mais je vais tu vois, gentiment, comme une maître de stage doit faire, tendre la perche vers sa petite stagiaire et dire, alors Emma, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, est-ce que tu peux du coup répéter la question parce que ça, c'est un peu les aléas. J'ai vu mon chat et j'ai été déconcentrée pendant une seconde et il fallait que ça tombe sur ça. 8 secondes à la concentration spontanée. Hein. Je suis toute oui et je suis concentrée. Tu fais pas exception à la règle. Hein, c'est Google qui a démontré qu'on avait 8 secondes d'attention spontanée. Donc, voilà. Oui, la question, c'est que là, dans les bonnes pratiques que vous avez données, ce sont beaucoup de bonnes pratiques qui se décident au niveau de la direction de l'entreprise, d'accord, où c'est vraiment une démarche. Quel conseil pratique vous pourriez donner à des managers intermédiaires sur comment je fais, moi, à mon niveau, en tant que chef de village, à mon niveau, pour mettre des bonnes pratiques en place, même si dans mon entreprise, la démarche n'est pas complète. Alors, pour te répondre, et ta question, elle est très, très intéressante. Je pense que les pratiques qu'on a données, c'est surtout source d'inspiration. Dans le sens où, par exemple, le recrutement sur les forces, typiquement, à ton niveau en tant que manager intermédiaire, tu peux déjà découvrir ce que c'est que les forces, savoir les reconnaître, savoir les transmettre aussi à tes salariés, à tes collaborateurs, pour pouvoir discuter de ça avec eux, pour pouvoir activer certains leviers qui permettent du coup une meilleure performance. Au niveau, par exemple, de la responsabilité, de l'autonomie. En fait, toutes les pratiques qu'on vous donne, elles sont basées sur les leviers du POP, donc comme la satisfaction, l'autonomie, la confiance. Et en fait, toi, à ton niveau, tu peux déjà activer tous ces leviers avec des petits pas. Tu n'es pas obligé de faire la pratique en elle-même. C'est l'inspiration du levier qui est importante, je pense. Merci Emma. Laure, pourquoi je souriais au début? Parce que c'est la question qu'on s'est posée pour choisir les pratiques avec Emma. Il faut qu'on donne des pratiques qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser en tant que manager. Et c'est vrai que finalement, tu ne peux pas recruter sans période d'essai sans avoir une équipe RH qui est d'accord sur ce sujet-là. Par contre, tu peux aussi adopter une démarche de réflexion en disant que ce n'est pas comme une période d'essai, avec période d'essai que tu accueilles ton nouveau collaborateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. Pareil que tous les sujets, en fait, l'index d'égalité, il est obligatoire au niveau d'une organisation. Mais est-ce que ta parité dans ton équipe, elle est déjà là? Est-ce que tu as atteint ton objectif de parité ou est-ce que tu peux le réfléchir à ton niveau pour favoriser peut-être dans une demande de recrutement
une femme ou un homme en fonction de ton équipe. Vous disiez les équipes RH qui sont que féminines, la même question. Il n'y a que des femmes. Prochaine fois, est-ce qu'on ne recruterait pas des hommes pour accéder à notre index de parité? Je pense que toutes ces pratiques peuvent avoir une répercussion à notre hauteur de manager intermédiaire sans pour autant toujours attendre, comme on vous le disait dans les ressources de début, que ce soit des ressources organisationnelles ou RH qui vont prendre ces décisions sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut essayer de les aborder sous un angle accessible, bien que dans la démarche entière, par exemple, d'un programme de leadership féminin, toi, manager, tu ne pourras pas directement créer tout ça. Mais c'est toujours mieux que, et on se l'était dit et on se le dit toujours, quand on a le soutien organisationnel dans n'importe lequel de ces leviers, les effets sont multipliés. Et évidemment, toujours, et idéalement, c'est l'individu, l'équipe, le manager, les RH, les dirigeants, le codir, enfin, bien sûr. Mais on peut, à notre niveau, sans non plus se surresponsabiliser et s'en mettre trop sur les épaules, arriver à avoir des petites mises sur au milieu de ces 12 pratiques, d'en avoir quelques-unes qui, j'espère, vous donnent quelques inspirations. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Et merci beaucoup pour ta question. Est-ce qu'il y en a d'autres, des questions qui vous restent comme ça avant de partir? Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là alors. On vous remercie énormément. Bravo Emma pour ce super webinaire rondement bien mené. Merci. Merci d'être là encore avec nous et puis passez une bonne après-midi. Bel Merci après-midi. beaucoup. Merci beaucoup. Au Merci plaisir. beaucoup. Yes. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci À d'être venu. bientôt. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.